Bonjour, bienvenue à cette session. Vous pouvez l'écouter en français. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur l'icône en forme de globe sur votre fenêtre Zoom et sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez écouter cette session, soit anglais, soit français. Merci Alex, bonjour, bienvenue tout le monde. Je vois que nous avons des participants de divers pays en ligne. C'est toujours très enthousiasmant de voir ça. Quelques personnes qu'on connaît déjà, quelques qu'on ne connaît pas. Je voudrais également remettre les liens dans le chat vers les PDF de la présentation en anglais et en français. Donc, ils sont disponibles là si vous voulez suivre à votre propre vitesse. Mais comme Alex l'a dit, vous pouvez changer entre les deux écrans pour l'anglais et pour le français. Nous avons beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui. Nous avons 90 minutes, donc j'espère que ça va laisser suffisamment de temps pour les questions et réponses et également pour les conversations. Nous allons laisser ça jusqu'à la fin de la session, mais vous pouvez poser des questions à tout moment ou vous pouvez les poser tout à la fin, comme vous voulez. Vous avez également l'option de lever la main. Vous pouvez également parler si vous voulez, ne plus rester sur mute si vous voulez intervenir de façon vocale, mais ce sera à la fin de la présentation. Je vais commencer parce que nous avons 4 sections à couvrir aujourd'hui. Vous pouvez passer à la diapositive suivante si vous voulez. Alors, la présentation du jour sera divisée en 5 sous-sections. Donc, je vais commencer. Ensuite, je vais passer la parole à des collègues de l'UNICEF, Gavi et de la Vision Approvisionnement. Je m'appelle Stéphanie Schendel. Si vous voulez savoir, je travaille à Genève pour l'OMS dans l'équipe de la couverture vaccinale sur l'intégration. Nous avons également des collègues de l'UNES, dont Niklas Danielsson, et des collègues de la chaîne d'approvisionnement de l'UNICEF, Nuria Amik, et nous avons également une collègue de Gavi, Amina Ismail. Chacun d'entre eux vont faire une petite présentation un petit peu plus complète quand ils commenceront leur section. Donc, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, juste pour vous donner un peu de contexte, dans le DTC, c'est un petit peu, nous en parlons tout le temps. C'est la couverture dont nous parlons tout le temps. Nous parlons toujours de la couverture DTC. C'est un indicateur un petit peu des programmes d'immunisation et de leur performance. Et ces vaccins existent depuis tellement longtemps que parfois, c'est un peu important de faire un retour en arrière et de se souvenir de quelles maladies ils nous protègent. Donc, certaines de ces maladies, on ne les voit plus si souvent maintenant. Certaines font un retour en ce moment. Il y en a certaines qui sont toujours là, un petit peu en arrière, mais on a tendance à considérer que ce vaccin a toujours été là, il existe depuis si longtemps. Donc, juste pour récapituler rapidement, qu'est-ce que le DTC? Donc, on parle de 3 maladies différentes, 3 maladies bactériennes différentes, la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Ce sont des bactéries qui causent toutes des toxines. C'est ça qui cause en fait les dommages. La diphtérie et le tétanos, en l'absence de traitement, ont toujours un fort taux de décès, même si on les voit moins souvent qu'on les voyait avant les vaccins. Et la coqueluche est toujours endémique dans plusieurs pays. Et avant l'immunisation de routine, avant que ça ne devienne la norme contre la coqueluche, ça a tué 2 fois plus d'enfants, par exemple, que les oreillons et la polio combinés, même si c'est plus le cas aujourd'hui. Même dans les pays qui ont une forte couverture vaccinale, la coqueluche cause toujours beaucoup de morbidité au niveau mondial. En 2019, depuis 2019, c'est une estimation, ces 3 maladies combinées ont causé environ 167 000 décès et une perte d'environ 14,9 millions d'années de vie active. Donc, plus de 80% de ces décès sont dus à la coqueluche. Ensuite, le tétanos et un peu moins à la diphtérie. Mais ces 3 maladies sont évitables par la vaccination, mais l'immunité de est seulement obtenue avec la série primaire de 3 doses. C'est la seule série de vaccinations disponible qui diminue jusqu'à atteindre des niveaux non protecteurs pour ces 3 maladies. C'est pour ça que nous avons besoin de faire des rappels. Donc, juste pour aller un petit peu plus en profondeur sur ces 3 maladies avant d'avancer. Donc, les recommandations de l'OMS sur la diphtérie, pour récapituler. Les recommandations, c'est la série primaire de 3 doses qui est très efficace. Cela dit,
la protection contre la diphtérie diminue et donc il faut faire des rappels pour assurer une protection continue. On peut voir des preuves de la diminution de cette immunité dans les récentes épidémies de diphtérie. Comme tout le monde le sait dans cet appel, il y a eu des nombres assez importants d'épidémies de diphtérie l'année dernière dans beaucoup de pays dans les régions d'Afrique. Nous avons vu beaucoup de cas. Vous pouvez voir la courbe ici plutôt cette année. Et sur 7 de ces pays, sur cette analyse particulière, vous pouvez voir qu'une majorité de ces cas sont chez les enfants un peu plus âgés ou les adolescents. Ils ont fait une analyse également où 24% de ces cas étaient complètement vaccinés avec la série primaire, ce qui indique qu'effectivement l'immunité diminue et que c'est un facteur contributeur et qu'il fasse faire des rappels de vaccins. Diapositive suivante. Donc, l'OMS des recommandations sur le tétanos sont en fait similaires à celles pour la diphtérie. 3 doses primaires, très efficaces, hein, et dont l'immunité diminue assez rapidement après 3 à 5 ans. Donc, des rappels sont nécessaires pour assurer une bonne protection. 6 doses de vaccins contre le tétanos avant l'adolescence sont attendues et ça doit protéger jusqu'à l'âge adulte. On parlera un petit peu plus de ça plus tard. Mais 6 doses contribuent également à l'égalité en assurant que les filles, les garçons, les hommes, les femmes sont protégés. Et beaucoup des efforts de vaccination chez les personnes plus âgées contre le tétanos ont contribué son bar particulier pour la santé maternelle, parce qu'on sait que c'est une priorité dans beaucoup de pays, mais ça veut également dire qu'il y a une grosse partie de la population qui ne reçoit pas, qui n'est pas forcément adressée, qui n'est pas adressée par les interventions pour les rappels des vaccins contre le tétanos plus tard. Donc, il faudrait s'assurer que tout ça fasse partie d'un programme de routine pour atteindre tous les individus, et ça, c'est un programme de vaccination équitable. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et enfin, les recommandations de l'OMS relatives à la coqueluche. La coqueluche est toujours endémique dans tous les pays. La véritable charge est difficile à évaluer parce que la surveillance est assez sous-optimale et les suivis également. Vous pouvez voir en bas dans le quart du bas, les incidences rapportées au cours des récentes années. Il y a eu beaucoup moins pendant la période de pandémie, du fait des problèmes de surveillance, mais aussi parce qu'il y avait les mesures de protection contre la COVID-19 qui, en fait, ont protégé contre beaucoup de maladies respiratoires qu'on voit normalement. Même si nous n'avons pas encore les données 2024 représentées, on peut voir que déjà en 2023, nous sommes déjà remontés au niveau d'avant la pandémie et on peut s'attendre à voir un modèle similaire pour les données 2024. Par conséquent, une couverture élevée, comme pour la vaccination contre le tétanos, cela vise à protéger les enfants et les petits-enfants et les jeunes enfants, là où la morbidité est la plus élevée. Et nous savons que 3 doses plus un booster, un rappel, réduit, réduit fortement le taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Dans certains pays, le rappel inclut également le rappel contre la coqueluche pour d'autres groupes d'âge, mais c'est censé être une stratégie pour contrôler la coqueluche chez la petite enfance, mais cela a également montré que ça a diminué les incidences dans tous les groupes d'âge. Et il y a également une immunité qui diminue fortement, mais l'impact n'est pas seulement réduit sur la transmission avec les vaccins acellulaires par rapport aux vaccins à germe entier. Donc, les vaccins qui utilisent actuellement les vaccins acellulaires ne devraient pas changer et passer aux vaccins à germe entier. Mais Gavi les inclut tous. Donc, pour le public qui écoute cet appel, c'est peut-être moins une inquiétude. Vous verrez avec les collègues de la chaîne d'approvisionnement plus tard les produits qui sont disponibles par Gavi. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, juste pour consolider les recommandations sur les 3 maladies, voici ce sont les 6 doses recommandées par l'OMS pour les vaccins qui contiennent du DTC. Donc, comme je l'ai dit, la recommandation, c'est 3 doses, une série primaire de 3 doses pour les 3 vaccins. Ensuite, 3 rappels pour le tétanos, 3 rappels
ou la diphtérie et au moins un rappel pour la coqueluche. Comme ces vaccins sont donnés ensemble, c'est un vaccin en liaison, les recommandations de l'OMS sont en général en des programmations alignées pour s'assurer que ces rappels puissent être fournis en tant que vaccins combinés. Pour les rappels également. Donc, il y a la série primaire qui est recommandée dans la première année de vie, ou plutôt à 6 semaines, qui contient les trois dans la plupart des pays. Et de nos jours, c'est donné comme une combinaison penta ou hexa. Le premier rappel, on recommande de le donner pendant la deuxième année de vie, donc entre 12 et 23 mois. Et à nouveau, ça devrait contenir les trois antigènes. Donc, ça peut être un rappel DTC, ou une quatrième dose Penta ou une quatrième dose Hexa, si ça a du sens au niveau de la programmation dans le pays qui a choisi de faire de cette façon. Le deuxième rappel est recommandé entre l'âge de 4 et 7 ans. Celui-là doit également contenir le tétanos et la diphtérie, mais ça peut être avec ou sans la coqueluche, selon les décisions faites, selon le pays, selon l'épidémiologie et d'autres facteurs. Et ça pourrait être un vaccin d'été. Ça peut réduire la diphtérie. C'est indiqué à partir de 4 ans. Ou un vaccin d'été avec un component diphtérie peut être donné jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc, vous avez de la flexibilité avec ce rappel du milieu, si vous voulez donner le réduit ou celui avec le composant complet pour la diphtérie. Le troisième rappel est recommandé entre l'âge de 9 et 15 ans. Donc, à nouveau, c'est une dose du vaccin antitétanique, une dose contre la diphtérie avec ou sans la coqueluche, selon les décisions dans le pays. Mais ça devrait être la dose réduite de diphtérie, absolument. Donc, ça peut être DT ou TDCA, ça dépend de ce que le pays choisit. Diapositive suivante, s'il vous plaît. D'accord, donc la situation mondiale des doses de rappel du vaccin DTC, diapositive suivante. Donc, nous avons une question de sondage maintenant. Donc, Alex, je ne sais pas si vous pouvez activer le sondage, mais en 2023, combien d'enfants et d'adolescents éligibles au rappel, aux doses de DTC, aux doses de rappel, non, n'y ont pas eu accès au niveau mondial en 2023? Je vois qu'il y a toujours des gens en train de répondre, donc je vais donner une... D'accord, dans les réponses ralentissent, donc on va terminer le sondage maintenant. Je vois diverses réponses ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir toutes les réponses. C'est sur mon écran, mais je ne sais pas si sur l'écran de tout le monde. Vous pouvez voir que la réponse la plus populaire était 100 millions, la deuxième plus populaire était 500 millions, et ensuite 1,2 et ensuite 500 000. Ensuite, diapositive suivante pour la réponse. Donc, la réponse, c'est 1,2 milliard des enfants et des adolescents de moins de 14 ans. Donc, 32% des enfants de moins de 14 ans, non, les adolescents qui vivent dans des pays qui n'offrent aucun rappel de routine. Donc, tous ces enfants reçoivent la série primaire de 3 doses, mais ils ont tous une immunité qui diminue certainement après plusieurs années. Diapositive suivante. Donc, ici, vous pouvez voir la répartition mondiale des doses de rappel DTC. Donc, nous savons que ces données ne sont pas, sont rapportées par les pays. Donc, ça montre juste l'introduction, pas la couverture. Donc, ça montre les pays qui ont ces rappels, qui sont inclus. Vous pouvez voir que les régions d'Afrique sont très en arrière par rapport à ces rappels, hein. Certains n'ont pas de rappel du tout. Il y en a certains qui en ont un ou deux, même trois dans l'Afrique du Sud. Il y a également en Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est. C'est pas
très distribué. Vous pouvez voir qu'il y a des poches où il faut encore de l'attention. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais passer la parole à Nicolas sur cette section suivante, mais peut-être avant que je lui passe la parole, nous avons un autre sondage. Donc, vrai ou faux, les programmes doivent produire des doses de rappel dans l'ordre. Par exemple, commencer avec la deuxième année de vie, ensuite celui de l'enfant, celui de l'adolescent. Je vois qu'il y a encore des réponses qui arrivent, donc je donne encore 1 ou 2 minutes. Ok, le sondage ralentit, donc peut-être qu'on peut montrer les résultats. Et on dirait que c'est 50-50, hein. Mais la plupart ont répondu vérité. Donc, diapositive suivante, voir les réponses. Donc, c'est un mythe, ce n'est pas nécessaire pour que les programmes les introduisent dans l'ordre, hein. Tous les rappels aident. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Nicolas pour qu'il explique un petit peu plus les opportunités pour l'intégration programmatique de ces boosters. À toi, Nicolas. Oui, merci beaucoup, Stéphanie. Si vous pouvez confirmer que vous m'entendez. Donc, tout d'abord, je voudrais reconnaître que nous avons déjà dépassé plus de 100 participants. C'est fantastique. J'ai vu que quelqu'un était connecté du Samora, ce qui est admirable, hein, parce que ça va être le milieu de la nuit à Samora. Nous nous sommes mis d'accord à ce moment-là sur les recommandations. Et les recommandations, c'est de recevoir 3 rappels contenant du DTC avant l'âge adulte. Et vous pouvez les voir ici sur la diapositive. Stéphanie vous l'a montré aussi. Le booster numéro 1, le rappel numéro 1 est recommandé pour la deuxième année de vie. Le rappel numéro 2 pour de l'âge de 4 à 7 ans. Et c'est le début de l'école et de l'engagement avec l'école. Et le rappel 3, c'est pour les âges de 9 à 15 ans. En bas de cette diapositive, vous pouvez voir un certain nombre de publications qui sont importantes parce qu'elles parlent des différentes opportunités d'intégrer la livraison des vaccins de rappel contenant du TTC dans les programmes de soins de santé primaire. Et vous aurez des liens vers ces ressources. Allons à la diapositive suivante. Donc, le rappel de deuxième année de vie, c'est le rappel contient du TTC, c'est recommandé. On recommande de le donner au moins 6 mois après la première dose. Donc, en général, dans la plupart des pays, la série primaire est donnée en tant que vaccin Penta. Parfois, ça peut être délayé, donc c'est pour ça que nous avons cette recommandation de 6 mois. Ce premier rappel devrait inclure une dose complète de vaccin contre la diphtérie. Donc, on peut parler de dose réduite de vaccin contre la diphtérie ou de dose complète. Donc, pour le premier, il faut avoir une dose complète et doit également inclure le composant coqueluche, qui doit être le composant assez cellulaire, où il y a il y a de la flexibilité pour ce premier rappel, plusieurs options.
La première option, c'est de donner le vaccin à combinaison avec la dose complète contre la diphtérie et la coqueluche. C'est une option pragmatique qui n'implique pas d'introduire un nouveau vaccin dans le calendrier national. Ça peut être également vu comme il peut être vu que c'est utile de payer un petit premium pour un vaccin Penta par rapport à d'autres vaccins moins chers, un DTC moins cher, parce qu'il y aura moins de vaccins dans la chaîne d'approvisionnement, moins d'instructions à donner. Les pays qui pensent à remplacer le vaccin Penta avec un nouveau vaccin hexavalent, je réalise qu'on n'a pas vraiment mentionné ça, mais il y a un nouveau vaccin préqualifié d'hexavalent qui contient un composant coqueluche. Comme Stéphanie l'a dit, on peut alors considérer donner la première dose de booster DTC comme dose de vaccin hexavalent. Donc, donner également une dose dans le même vaccin on peut donner un vaccin également contre le VPH qui fait partie de ce vaccin combinaison. Maintenant, il faudrait voir la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc ensuite, on parle au deuxième dose de rappel qui est recommandée pour les 4 à 7 ans. C'est la dose que moins de pays ont dans leur calendrier. La tranche d'âge coïncide avec l'introdu- avec l'enrôlement à l'école, hein, qui est déjà très élevé dans la plupart des pays et qui continue à s'élever. C'est en fait rare hein, de trouver une inégalité des genres dans les écoles primaires, ce qui est différent en fait. Donc, établir des opportunités dans les écoles de vaccination dans les écoles et peut-être également, également faire des vérifications du statut vaccinal dans les écoles, c'est une opportunité importante et ça peut être quelque chose qui est introduit en même temps que l'introduction du deuxième rappel DTC. Ça peut être, le deuxième rappel peut être donné avec une dose réduite de diphtérie. Et c'est le même vaccin qui est ensuite, qui peut être donné avec une dose du vaccin qu'on donne ensuite aux femmes. On peut avoir un vaccin qui a une dose complète contre la diphtérie. Cette opportunité d'introduire un statut vaccinal, une vérification du statut vaccinal à l'école, c'est une opportunité vraiment de rattraper les vaccins. Et ça peut être particulièrement important avec, par exemple, le rappel des oreillons. C'est parce que un bon contrôle, finalement, un bon contrôle de ces maladies demande une très forte couverture vaccinale. Donc, on veut vraiment trouver tous les enfants non vaccinés et donc pouvoir faire des vérifications à l'école et donner des opportunités de vaccin contre la rougeole. Ça peut réduire le besoin ou la fréquence de faire des campagnes de vaccination suivantes contre la rougeole. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, le dernier groupe d'âge, donc de 9 à 15 ans, coïncide avec l'apport du vaccin contre le VPH dans plusieurs vaccins et beaucoup de pays ont maintenant inclus ce vaccin contre le VPH. Dans les pays à faible revenu, en particulier les pays qui reçoivent de l'assistance de Gavi. Et dans les 5 années à venir, on s'attend à ce que la plupart ou peut-être toutes les filles
soient vaccinés contre le VPH. Le calendrier de la troisième dose du rappel DTC, il est prévu qu'elle soit donnée en même temps que le vaccin contre le VPH. Et euh, ça veut dire que ça donne le vaccin pour les garçons et les filles. C'est important de pointer que ce n'est pas juste un vaccin pour les filles, c'est un vaccin pour les garçons aussi. Pour les filles, c'est bien sûr important parce qu'au cours des 10 prochaines années, beaucoup d'entre elles vont tomber enceintes et donner naissance à un enfant. Et cette dose aidera à réduire le risque de tétanos néonatal dans beaucoup de pays. Et c'est aussi très important pour les garçons. Et parce que dans beaucoup de pays à faible revenu, les garçons et les hommes ont un risque élevé de tétanos, environ un cas de vaccin sur 5. C'est les hommes et les garçons, c'est dû au genre de travail qu'ils font, à leur exposition et à non pas les opportunités que les femmes ont de recevoir les vaccins pendant la grossesse. Ensuite, on passe à la diapositive suivante. Et donc, ça, c'est les doses TTCV qui sont données, les rappels qui sont donnés depuis plusieurs décennies déjà pour contrôler le tétanos chez les mères et les tétanos néonatales. Donc, on veut donner à toutes les femmes enceintes un vaccin contre le tétanos. Et il y a quelques années, ça a été changé à tétanos et diphtérie, une version réduite. Donc, le cas échéant, quand les doses de rappel sont introduites pendant la deuxième année, 4 à 7 ans, 9 à 15 ans, il y a là une opportunité de réduire le nombre de doses qui sont données aux femmes enceintes si nous avons une documentation correcte de ces doses. Car la recommandation, c'est que quand une femme a reçu ces 6 doses de vaccin contenant du DTC, elles sont protégées contre le tétanos maternel. Mais bien sûr, ça dépend. Il faut avoir une documentation fiable des doses, car c'est un scénario pour lequel on veut être sûr. Et si on n'est pas la documentation des doses de rappel et des 3 doses primaires, il faudrait quand même prendre l'opportunité de vacciner la femme enceinte. Une dernière diapositive. Voilà, c'est la dernière pour moi. Merci. Merci. On passe la parole à Amina pour la section suivante. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler de l'assistance de Gavi et de la possibilité du processus de candidature. Diapositive suivante. Cette diapositive essaye de nous montrer le statut des doses de rappel de DTC dans les pays qui reçoivent de l'assistance de Gavi. Comme vous pouvez voir à gauche de ce tableau, nous, ce sont les pays qui n'ont pas encore inclus les doses de rappel. Donc, beaucoup de pays qui n'ont pas de rappel, qui n'ont pas de vaccin, ont, beso- ont besoin d'aide pour faire une transition financière avec l'assistance de Gavi, même si certains de ces pays qui ont un rappel, ils ne sont peut-être pas alignés avec les couvertures selon les âges, qui correspondent aux recommandations. Diapositive suivante.
Donc, l'assistance de Gavi s'applique avec différentes conditions. Donc, cela, il faut introduire soit un seul rappel ou une combinaison de tous les rappels ensemble selon les paramètres spécifiques du pays et selon le calendrier particulier. Et il y a une opportunité de euh, les pays de faire une étude de comité d'examen indépendant, de faire une supervision de l'IRC et une étape de postuler à une de ces dates limites de soumission. Objectif suivante. En termes de soutien qui est disponible, nous avons différents types de soutien qui est disponible pour les vaccins, les doses de rappel de DTC. Donc, pour rappeler les lignes directives pour postuler au financement de VASI, euh, sur l'approvisionnement en doses et fournitures associées, il y a des financements qui sont disponibles pour le vaccin contre le tétanos et la diphtérie. Ça a déjà été expliqué. Les trois vaccins les trois doses primaires seraient disponibles, pourraient recevoir ce type de soutien, ce type d'assistance. Maintenant, pour le soutien d'assistance spécifique pour le TD, c'est recommandé pour les doses de rappel. Là, l'assistante ne serait pas disponible hein, du moment que le prix reste égal ou inférieur à 0,20 $ US par dose. C'est le cofinancement minimal du pays selon la politique de Gavi. Il y a également une subvention pour l'introduction de vaccins. Donc, les pays éligibles au soutien de Gavi qui introduisent des zones de rappel de vaccins avec les valences DTC. Pour cela, Gavi met à disposition une seule VIG pour chaque nouveau rappel, donc chaque nouvelle subvention. Ensuite, pour, euh, pour les pays qui décident de passer de DTC, de hexavalente à pétavalente, euh, ils peuvent recevoir à nouveau une VIG pour chaque nouveau rappel. Il y a également un soutien, une assistante qui est disponible hein, pour les pays qui décident d'utiliser cette subvention pour renforcer les financements reçus par la VIG. Ça aide également à l'introduction d'un programme de rappel. Ce soutien autorisé est détaillé dans les directives de financement du programme de Gavi. Vous pouvez accéder ça explique comment vous pouvez accéder à ces soutiens, à ces assistances. Les pays sont encouragés à explorer d'autres financements complémentaires, également au niveau national, et pour renforcer les contacts après la première année de vie. Et enfin, nous avons également un soutien à l'assistance aux pays ciblés avec les partenaires mondiaux pour soutenir la planification, la mise en œuvre du programme de rappel de vaccins selon disponibilité. On encourage également les pays à contacter les managers de Gavi nationaux pour obtenir plus de détails pour ce soutien ciblé. Diapositive suivante. Comme mentionné, Comme c'est mentionné, il y a une phase de transition pour les pays. Donc, la phase de financement initial, d'autofinancement initial, les pays peuvent être excédés à 0,80 $ US par nourrisson ou d'une somme de 100 000 $, hein, quelle que soit la somme la plus élevée. Et pour la transition accélérée, ce sera 0,60 $ US ou une somme de 100 000 $ US. Donc, c'est selon le montant le plus élevé qui est retenu. Donc, selon la situation du pays, ils peuvent accéder à ces fonds. C'est un financement catalytique
Et ça ne sera pas suffisamment pour continuer à soutenir les nouvelles plateformes, en particulier les plateformes qui n'existent pas encore. Et c'est pour ça qu'il y a la possibilité de rentrer en contact également avec d'autres financements dans le pays afin de pouvoir aider à la durabilité de ce qui existe déjà au niveau du pays. Ça, c'est ma dernière diapositive, mais je voudrais juste partager des priorités clés pour 2024-2025. Et donc, il y a des groupes qui supervisent et qui fournissent une assistance sur les bacs rappels de DTC. Nous espérons que nous allons pouvoir améliorer et accélérer ces outils, ces matériaux et ces matériels de plaidoyer. Et nous allons également fournir, exprès pour fournir une assistance à la prise de décision et également nous espérons améliorer les capacités existantes et nous espérons pouvoir améliorer au niveau national, au niveau du pays, la représentation et de pouvoir aider à mieux assister le pays à la prise de décision. Et nous voulons également introduire de l'aide à la planification et à la candidature, qui sera TCA. Nous voulons également voir ce qui se passe dans les pays qui ont déjà accès à des rappels DTC et faire un agenda d'apprentissage et des études de cas pour aider à la génération et la mise en œuvre du programme. Nous voulons également faire un plaidoyer pour une communauté de pratique pour les vaccinations et pour d'autres points de contact pour améliorer le partage de connaissances entre différents pays afin de d'aider à développer les compétences, les capacités des pays à la mise en œuvre afin de pouvoir introduire les vaccins de rappel DTC. Et enfin, on veut explorer l'intersection avec les programmes de vaccination contre le VPH chez les enfants et les adolescents. Et comme Nicolas, nous aimerions voir justement les pays qui ont introduit cela, qui introduisent le vaccin contre le VPH. Je ne sais pas si ce sera aussi facile que ce que je pense, mais ça pourrait aider les pays, en particulier ceux qui sont dans la pipeline pour introduire le vaccin contre le VPH. Et ça aidera également avec les plateformes de santé qui existent déjà pour les adolescents. C'était ma dernière diapositive. Et pour la diapositive suivante, je voudrais passer la parole à Nuria pour parler de la chaîne d'approvisionnement des vaccins. Bonjour tout le monde, bon après-midi, bonne soirée. Je suis Kader Laguguette Ami et je travaille sur le côté entrepreneuriat, approvisionnement de la chaîne des vaccins. Je travaille en gros avec les fournisseurs pour m'assurer qu'il y a suffisamment de stock pour les vaccins, pour couvrir la demande. Et je travaille également avec le reste des partenaires et sur tout le marché. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est la dernière section de la présentation sur les considérations d'accès au vaccin de la chaîne d'approvisionnement. La première diapositive est générale, c'est les points à prendre en considération et ensuite je vais un peu plus rentrer en profondeur pour décrire le marché pour ces vaccins spécifiques. Donc, quand on parle des points à prendre en considération, quand on parle du programme de rappel, c'est très important de dire que le marché pour certains de ces vaccins sont liés. Car pour le DTC, le Penta, le Hexa, c'est très important pour le marché, pour le pays, de définir quels rappels vont être mis en œuvre, le calendrier spécifique, mais également quels vaccins ils vont choisir. Et ça va pouvoir permettre de gérer l'approvisionnement.
Vous pouvez voir sur cette diapositive les vaccins qui sont disponibles par l'UNICEF selon les recommandations de l'OMS. Donc, pendant les premières, la deuxième année de vie, si par exemple les pays veulent recevoir par l'UNICEF, les vaccins contre le DTC, Pétavala et Hexavalent sont disponibles. Pour le deuxième rappel, donc pendant l'enfance, donc le pentavalent et l'hexavalent sont disponibles. Et pour le troisième, le vaccin d'été est le seul vaccin qui sera disponible par l'UNICEF pour cette tranche d'âge. Donc, comme je le disais, définir les prévisions pour ce vaccin, c'est vraiment essentiel pour pouvoir communiquer des prévisions sur le long terme aux fournisseurs et s'assurer la disponibilité des fournisseurs pendant le programme de vaccination contre le DTC. Donc, l'UNICEF et ses partenaires ont géré ce processus de génération de demande, que ce soit pour l'hexavalent, pour le rappel, pour s'assurer qu'il y ait un bon équilibre entre l'approvisionnement et la demande et s'assurer de répondre aux besoins sur le long terme du marché. Diapositive suivante. Donc maintenant, en parlant des spécificités à prendre en compte en lien avec l'approvisionnement, comme on l'a vu auparavant, c'est un vaccin qui peut être à différents choix pour le premier et le deuxième rappel. Donc maintenant, il y a 3 fabricants qui travaillent avec l'OMS, sont préqualifiés par l'OMS et qui ont une capacité suffisante pour la production de masse du DTCE et du CDTC. Ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que ces 3 fournisseurs, ils ont également un pentavalent préqualifié par l'OMS et l'un d'entre eux dispose également d'un vaccin hexavalent préqualifié par l'OMS. Donc, les fournisseurs doivent prendre des décisions sur la colocation massive de DTCE et ces décisions sont prises sur la base d'un scénario et pour décider si c'est un vaccin hexavalent ou pentavalent. Donc, les possibilités sur le long terme, la base, il faut vraiment se baser sur des scénarios sur le long terme. C'est comme ça que l'UNICEF se base pour prendre ses décisions avec les fournisseurs. Spécifiquement, quand on parle du DTCE, l'UNICEF fournit ce vaccin en flacon de 10 doses. Et ce qui est particulier également pour ce vaccin par rapport à d'autres vaccins que je couvrirai après, c'est que la demande pour le vaccin des TCE traditionnellement a été assez faible au travers de l'UNICEF. En général, en moyenne, on fournit seulement environ 7 millions de doses par an. Et parce que l'approvisionnement par l'UNICEF a été assez faible dans le passé, faire des changements demanderait un petit peu de temps pour que le marché s'adapte. Donc, il faut informer les fournisseurs s'il y aurait une augmentation de demande. Il faudrait un petit peu de temps pour que le marché s'adapte à cette nouvelle offre. Diapositive suivante, si vous voulez. Donc, la diapositive suivante, c'est sur le vaccin pentavalent. Les vaccins pentavalents peuvent être des vaccins choisis pour le premier appel pendant la deuxième année de vie. Actuellement, il y a 5 fabricants qui sont le statut préqualifié de l'OMS. L'UNICEF également des LTA avec 4 fabricants préqualifiés. Donc, ils fournissent les vaccins en flacons de 1 dose et de 10 doses. La demande au travers de l'UNICEF est assez élevée pour les vaccins pentavalents. L'approvisionnement général était entre 150 et 175 millions de doses. En 2024, d'ailleurs, je crois que ce sera plus élevé que ça, car la demande était plus élevée et ce sera particulièrement pareil début 2025. Et enfin, dans le futur, la demande pour ces vaccins sera évaluée sera actualisée en tenant compte des interdépendances avec les marchés de vaccins hexavalents, pour voir s'il y a des pays qui veulent se passer de Penta à Hexa et également il faut voir les programmes de rappel. Donc, actuellement, nous sommes en train de prévoir pour 2026 et 2027 et nous considérons l'interdépendance des marchés. En principe,
Il y a une disponibilité suffisante et une capacité de production suffisante pour répondre aux changements de la demande dans le cadre du programme pour la deuxième dose de rappel de la deuxième année de vie. De la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, sur le vaccin hexavalent, peut-être le vaccin choisi pour le premier rappel également. Euh, euh, Actuellement, il y a deux fabricants, un fabricant qui expose un vaccin hexavalent à cellules entières préqualifiées par l'OMS et deux fabricants préqualifiés par l'OMS qui sont attendus. L'UNICEF a deux LTA pour 2001 et 2025, un pour les pays qui sont soutenus par Gavi et un pour les pays à revenus intermédiaires, pour les pays qui ne sont pas admissibles au soutien de Gavi pour les vaccins hexavalents. Et comme je l'ai mentionné pour le Penta, euh, il faut faire des prévisions pour la demande en 2026 et 2027. La demande risque d'être actualisée selon les interdépendances avec les marchés des vaccins hexavalents et des vaccins des TCE. Donc, l'importance d'avoir une offre disponible est très importante afin que nous devons savoir des prévisions afin que les fournisseurs puissent vraiment déterminer la demande au cours des années à venir. Ça va être progressive, la disponibilité de l'offre va être progressive, ça va être déterminé par la demande au cours des premières années de programme de rappel pour ces vaccins. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, le dernier vaccin qui peut être choisi dans le cadre de ce programme de rappel est le vaccin TD, avec un petit d. C'est un vaccin qui peut être sélectionné pour le deuxième rappel, pour le rappel de l'enfance, et c'est le vaccin qui peut être également choisi si les pays veulent commencer à faire des rappels, un troisième rappel pour les adolescents. Il y a 5 fabricants qui ont actuellement un vaccin préqualifié par l'OMS et une importante capacité de production au niveau mondial. Et nous avons également, l'UNICEF a également des LTA avec 4 de ses fournisseurs et fournit ses flacons sous 10 doses ou 20 doses. Donc, à nouveau, c'est un vaccin que l'UNICEF fournit avec des doses assez importantes, de 130 à 140 millions de doses en moyenne par année. Donc, en général, je veux dire la même chose que pour les autres vaccins, c'est qu'effectivement, il y a une bonne disponibilité d'approvisionnement, une bonne capacité de production pour répondre aux changements à venir qui concernent la demande du vaccin TD, qui peuvent survenir dans le cadre de programmes de rappel pour ce vaccin, pour les deuxième et troisième doses de rappel. C'est ma dernière diapositive. Donc, si je voudrais juste résumer, je voudrais vraiment mentionner à nouveau les interdépendances entre les vaccins Penta, Hexa, des TCE. Et il faut souligner l'importance également pour les pays d'identifier les rappels qui vont être mis en œuvre, ce que le vaccin de choix va être pour le rappel. Et ces informations, bien sûr, doivent être transférées aux fournisseurs pour leur permettre de prendre la bonne décision en termes de production de masse, en termes d'allocation de masse et pour s'assurer, bien sûr, d'une bonne disponibilité des vaccins pour le programme et pour s'assurer de la santé continue du marché quand on parle de vaccins dans du DTC. C'est la fin de ma section et maintenant je vais repasser la parole à Stéphanie pour parler d'une dernière diapositive de résumé. Merci Noria, il y avait vraiment beaucoup d'informations. Heureusement, nous avons toujours le temps de discuter, de faire une session questions-réponses. Je vois qu'il y a beaucoup d'activités dans le chat, dans la case de questions-réponses. Donc, on voudrait juste parler des principales informations à retenir, hein, des leçons à retenir. Donc, pour maintenir une protection à long terme contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, il est nécessaire d'avoir des doses de rappel au-delà de la série primaire de vaccins. L'OMS recommande 3 doses de rappel contre la diphtérie et le tétanos et au moins une dose de rappel contre la coqueluche pendant l'enfance et l'adolescence qui sont données sous la forme de vaccins combinés. Depuis décembre 2023, les pays admissibles au soutien de Gavi peuvent maintenant demander un soutien pour introduire l'un de ces 3 vaccins de rappel contenant du DTC qui sont recommandés par l'OMS. Ça ne doit pas être dans l'ordre spécialement. Ça peut avoir du sens pour un programme de commencer avec le rappel chez les adolescents
peut-être avec le VPH en même temps, ou à n'importe quel moment où les adolescents sont vaccinés, ou alors passer à partir de là, ou alors on peut commencer avec un autre des rappels. N'importe lequel des rappels aide, car l'immunité, la protection diminue et donc le rappel est nécessaire pour la faire remonter. Et c'est pour ça que le calendrier recommandé est espacé de la façon qu'il est. Et je voudrais renvoyer tout le monde à ce que nous avons parlé au départ de la présentation qui montrait les taux de protection au début de la série et quand ça commence à diminuer avec l'espacement des rappels. Et donc, il est nécessaire de faire appel pour faire remonter ces protections avant qu'elles ne passent à un niveau non protecteur. Et donc, une troisième dose de rappel permettrait de protéger jusqu'à l'âge adulte. Donc, toutes les options de vaccination disponibles auprès de l'UNICEF ont des désavantages. Ces options de vaccination sont disponibles auprès de l'UNICEF, le vaccin DTCA, le vaccin pentavalent, le vaccin hexavalent et le DT. Pour le rappel pour les adolescents ou pour le rappel de l'enfance, chaque dose ou rappel offre des opportunités d'intégration et de synergie de programmes avec sa plateforme de diffusion. Donc, comme Nicolas en a parlé, deuxième année de vie ou entrée à l'école, ce qui peut être un moment pour les programmateurs d'initier ce contact avec le système éducatif, utiliser cela donc pour s'appuyer sur les vaccins qui sont déjà donnés à l'école ou ensuite quelque chose que pas assez de pays, sur lequel pas assez de pays s'appuient, mais qui pourrait intégrer également le vaccin contre le VTH. Donc voilà, pour récapituler rapidement. Et si vous voulez voir les lignes directives également, je vais mettre les liens dans le chat. Et maintenant, sur ce, je vais ouvrir aux questions. Nous avons fait de notre mieux pour répondre aux questions dans le chat en même temps en même temps que vous parliez, mais vous pouvez poser vos questions maintenant. Vous pouvez également parler en direct si vous voulez. Nous avons le temps, donc je voudrais encourager les gens à lever la main s'ils ont des questions, s'ils ont des commentaires. C'est fantastique de voir que beaucoup de pays sont représentés aussi aujourd'hui et de voir qu'ils ont déjà des programmes de rappel. Donc, si vous travaillez dans un pays qui a un programme de rappel ou les trois rappels et que vous voulez partager un peu vos points de vue sur depuis combien de temps ce programme existe, si c'est combien il a été reçu, si c'est une introduction rapide depuis longtemps. Il y a beaucoup de pays qui sont représentés là, qui n'ont pas non plus de programme encore et qui considèrent peut-être l'introduire maintenant qu'ils peuvent avoir accès au soutien de Gavi. Donc, je vais voir déjà s'il y a des mains levées. Donc, nous avons une main levée. Dauda, désolé, je ne sais pas si je prononce votre nom correctement. Simpara, donc je vais vous enlever de mute et vous allez pouvoir parler. Ok, merci bien, chère Stéphanie. Mm. Bonjour à tous et à toutes. Je remercie également les différents présentateurs. Donc, en fait, j'avais quelques questions de compréhension. Comme vous le savez bien, dans mon pays, il n'y a pas ces doses de rappel qui ont été encore introduites dans les programmes. Donc, je veux savoir, mais avec le Penta, quelles peuvent être les conséquences d'utilisation du pentavalent pour les trois doses de rappel chez les enfants? Comme je l'ai si bien dit, il n'y a pas encore ces vaccins qui sont disponibles dans les pays, mais comme il y a les pentavalents, si on utilise des pentavalents pour faire ces rappels-là, est-ce que il y a un problème? Donc, la deuxième question, ça, c'est par rapport à un pays qui veut introduire ces boosters, ces doses boosters dans son programme. Quel est le calendrier de rattrapage pour les adolescents qui n'ont pas reçu la première dose et puis la première et la deuxième dose des rappels? Ça, c'est la deuxième question. Donc, la troisième, ça, c'est par rapport à l'existence d'un calendrier de rattrapage. Si vous pouvez partager, ça va nous aider même à répondre à l'avant-dernière question. Donc, le tout dernier, ça, c'est par rapport à l'utilisation du cycle. Les DTC, les VC-DTC, ça veut dire quoi? À vous. Merci bien.
Merci beaucoup pour votre question. I Je come n'ai pas compris de from, quel pays vous étiez. okay, I come from Mali, but now I'm working in Congo Brazzaville. Je- Ok, merci pour vos trois questions. Peut-être que je vais faire déjà une première partie, ensuite passer la parole à mes co-présentateurs ou à Nicolas ou à tout autre présentateur qui veut répondre sur les questions au sujet du Penta. Comme vous le savez, le Penta contient 5 antigènes et seulement trois d'entre eux ont besoin d'être adressés avec ces rappels supplémentaires. Donc, toute dose supplémentaire de Penta euh, va donner des vaccins supplémentaires. Donc, normalement, il n'y a pas de problème à donner des doses supplémentaires d'antigènes. C'est pour ça que je dis, vous pouvez utiliser un Penta pour le rappel de deuxième année de vie. C'est pour ça qu'on se rend compte que, enfin, au niveau programmatique, ça peut être plus facile pour les pays, pour leur chaîne d'approvisionnement. Par exemple, donner une dose supplémentaire contre l'hépatite, ça ne va pas causer de problème. Donc, pourquoi pas? C'est également une opportunité de faire des rattrapages avec les enfants qui ont manqué des doses auparavant. Cependant, une fois que vous arrivez au-dessus de 5 ans, ce n'est plus recommandé par l'OMS, hein, au-dessus de 5 ans. La composant diphtérie dans le vaccin, c'est la dose pédiatrique qui n'est pas recommandée pour les enfants de plus de 7 ans. Donc, c'est pas vraiment possible de donner un vaccin Penta pour les trois boosters parce qu'une fois qu'on arrive à l'adolescence, ce n'est plus recommandé de donner ces autres antigènes qui ont une formulation pédiatrique spécifiquement contre la diphtérie. Donc, c'est pour ça une combinaison qui a la formulation, qui n'a pas la formulation complète est recommandée pour ce rappel. Mais il y a toujours beaucoup de flexibilité pour les très petits enfants. C'est pour ça qu'on dit que la deuxième dose peut être Penta, ou pardon, la première rappel et même le deuxième rappel, quand vous êtes 4 à 7 ans, nous savons que beaucoup de pays font ce rappel à 5 ans ou à 6 ans. Il y a de la flexibilité au niveau de la formulation. Donc voilà, c'est ma réponse pour ça. Pour le rattrapage, hein, c'est une question intéressante. Et je pense que le calendrier de rattrapage, de rappel, c'est une bonne explication de montrer comment les rattrapages de vaccination peuvent devenir très compliqués, euh, alors que les programmes d'immunisation ont une durée de vie plus longue. Parce que comme on voit les recommandations de rattrapage, les formulations changent, et également le nombre de doses dont vous avez besoin change selon le nombre de vaccins que vous recevez à la petite enfance ou si vous commencez plus tard. Donc, je sais que c'est très compliqué et c'est pour ça que je viens de mettre un lien vers le chat sur les lignes directives pour protéger contre le tétanos qui a été sorti par l'INSES il y a quelques années et qui répond à beaucoup de questions qui sortent dans le chat sur la vaccination des adultes. Et Nicolas a déjà montré auparavant le nombre de doses de tétanos qui sont nécessaires. Et ça dépend, ça diminue selon le nombre de doses que vous avez pendant la petite enfance, parce que vous n'avez vraiment besoin que de 5 doses si vous commencez les vaccins plus tard. 6 doses si vous avez commencé dans la petite enfance avec la série primaire. Et quand les pays conçoivent leur programme de rattrapage, ça devient vraiment important d'avoir différents calendriers de rattrapage selon l'âge auquel l'individu se présente au centre de santé. Donc, nous avons des exemples de beaucoup de pays, le calendrier de rattrapage qui ont un calendrier de rattrapage pour les enfants, par exemple, de moins de 2 ans, et comment rattraper sur la série primaire et sur les vaccins de la petite enfance. Ensuite, nous avons pour les enfants qui ont jusqu'à 18 ans, qui arrivent au centre de santé, à qui il manque des vaccins, parce que c'est compliqué. Et effectivement, cela demande d'avoir beaucoup de lignes directives pour les travailleurs de la santé, pour comprendre comment introduire les bons intervalles, quels vaccins utiliser selon les âges. Donc là, ce n'est pas simple d'avoir un calendrier standard, hein, que l'OMS peut publier, dire voilà, c'est comme ça qu'on fait le rattrapage, parce que ça dépend vraiment du calendrier d'immunisation nationale, de l'âge auquel on le donne normalement, également comment il faut espacer les vaccins.
Et c'est pour ça que l'OMS sort des recommandations qui sont basées sur des documents qui incluent des gammes des tranches d'âge. Selon les pays, selon les partenaires des pays, alors les calendriers peuvent être développés de façon appropriée selon le contexte. Alors je sais que ça ne répond pas à votre question directement, mais si vous regardez les ressources partagées qui sont disponibles en anglais et en français, ça pourra vous aider. Et bien sûr, je suis ravie de suivre ensuite hors ligne si vous voulez rentrer dans les spécifiques, la situation spécifique du Congo ou parler d'autres pays dans lesquels vous travaillez. Ensuite, la dernière question, je crois que c'était sur les acronymes. Donc, Germentier. Donc, en anglais, c'est un petit W et un petit A et ça dépend du composant qui est utilisé dans le vaccin. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'étendre sur cette réponse, Nicolas? Je crois que vous avez répondu plus ou moins à tout, Stéphanie. Mais pour dire un vaccin hexavalent qui inclut la coqueluche, ça existe depuis plus de 20 ans dans des pays à revenus élevés et dans les pays à revenus moyens qui ont inclus ces vaccins. Mais ça montre également que ce composant acellulaire hein, n'est pas aussi efficace que les vaccins à germe entier. Et c'est et ce n'est pas avant l'année dernière que qu'il a été recommandé de donner les vaccins avec le germe entier. Gavi ne fournit pas d'assistance pour le vaccin excellulaire acellulaire, mais Gavi a une assistante pour les vaccins à germe entier, les vaccins hexavalents à germe entier. Mais il faut savoir aussi que le vaccin à germe entier réduit le nombre d'injections à donner aux enfants, mais c'est aussi également un petit peu plus cher hein, que de faire une combinaison pentavalente. Donc, les pays doivent considérer, s'y réfléchir, hein, voir s'ils veulent payer ce coût premium hein, pour réduire le nombre de zones dans leur calendrier de vaccination. À vous. Oui, merci Nicolas. Ah, pardon, et je voulais ajouter quelque chose. Si je veux prendre 30 secondes de plus, je voudrais ajouter, puisque nous parlions des 3 doses de booster, je voudrais également mettre l'emphase sur le besoin de protéger les garçons et les hommes. Car comme je l'ai dit, 4 sur 5 cas de tétanos sont des hommes de nos jours. En dehors de la période néonatale où il y a toujours les enfants qui sont nés avec le tétanos. Et le tétanos a toujours un taux de fatalité très élevé. Environ la moitié des cas de tétanos dans les pays à revenus faibles mènent à un décès. Même si avec les soins médicaux appropriés, il est possible de survivre au tétanos, le taux de fatalité et le taux de décès est très élevé et les garçons et les hommes sont plus exposés à la bactérie du tétanos au travers de leur travail et également dans beaucoup de pays du fait des traditions dans certains pays, du fait des circonstances traditionnelles, hein, et également à cause des superstitions pour réduire la transmission contre le VIH. À vous. Oui, merci. C'est un très bon point sur lequel mettre l'emphase. Et il est très important de se concentrer là-dessus, sur les campagnes pour les hommes et les garçons en âge reproductif. Beaucoup d'hommes sont manqués et sont très susceptibles d'attraper encore le tétanos et c'est assez dangereux. Donc, c'est une autre dimension de genre qu'il faut apporter à cette conversation. Je vois une question dans le chat hein, sur l'approvisionnement de vaccins hexavalents
Et est-ce qu'il faut choisir une traduction hexavalent ou IPv2? Le problème, bien sûr, est le coût. Donc, peut-être que mes collègues dans la chaîne d'approvisionnement peuvent répondre à ça. Est-ce qu'il y a une façon de reformer le marché pour... Oui, je peux répondre à cette question, Stéphanie. Il y a plusieurs questions sur le vaccin EXA. Une question que j'ai vue dans le chat était sur le coût. J'ai déjà répondu à ça. Donc, juste pour partager que tous les prix pour les vaccins EXA, le reste des vaccins qui sont fournis par l'UNICEF sont publics. Donc, j'ai partagé le lien vers le site de l'UNICEF où les prix des vaccins sont décrits. Donc, tout est là. Donc, vous pouvez regarder pour les vaccins EXA, DTC et les autres. La disponibilité des vaccins, alors oui, comme Nicolas s'expliquait, nous avons le premier fournisseur préqualifié de l'OMS. Le contrat est déjà en place avec ce fournisseur et nous avons commencé à nous approvisionner chez eux. Et oui, il y a suffisamment de vaccins hexavalents disponibles pour couvrir la demande. En ce qui concerne le vaccin IPv2, son introduction, le coût, ça dépend bien sûr des pays. Il faut reconnaître qu'avec les prix actuels du prix hexavalent, le prix est plus élevé. Cependant, c'est un marché qui vient de commencer. Et comme avec d'autres vaccins, comme le vaccin pentavalent, on pense que ça va diminuer. Il y a bien sûr la réduction des... Il faudra pas des outils nécessaires. Il faudra réfléchir au point de contact avec les parents, avec les familles. Ça dépendra bien sûr des pays de décider s'ils passent d'un vaccin pentavalent à un vaccin hexavalent. Mais en tout cas, l'approvisionnement est là. Donc, juste pour vous rassurer qu'effectivement, c'est disponible. Les pays décident de changer. Merci, Noria. Et peut-être regardons une autre main levée maintenant. Je vois Akshaya Mishra. Est-ce que vous voulez poser votre question? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, on peut vous entendre. Oui, donc je ne sais pas à quelle heure il est, mais chez nous, il est très tôt le matin, il est 2 heures du matin. Donc, merci à Nicolas de nous permettre de participer. Je voulais vraiment assister à cette session car c'était très important pour le pays où je travaille actuellement. La population en est très petite, mais le pays a les trois rappels depuis 8 ou 9 ans, si je me souviens correctement de l'histoire de la vaccination dans le pays. Et la couverture est assez bonne également en termes de vaccination à l'école pour le 1 et le 2. C'est un des C2 également pour les rappels. Je vois on est près de 70% de couverture. Ma question, c'est que quand on parle de la coqueluche au Swaziland, au cours des 4 dernières semaines, nous avons eu presque 400 cas de coqueluches qui ont été rapportés. Et pour la première fois depuis ces 5 dernières années, j'ai vu un premier cas de coqueluche qui a été rapporté chez un enfant de 7 semaines. Donc, 7 semaines, il n'a pas encore été vacciné. On ne sait pas, on ne connaît pas le statut vaccinal de la mère. Il y a une inquiétude croissante du fait du nombre élevé de coqueluches. Donc, le pays voulait mettre en œuvre un vaccin pour les femmes enceintes. Maintenant, la question, c'est que ce vaccin n'est pas disponible. Ce vaccin n'est pas disponible pour les femmes enceintes.
Je ne sais pas quelle est la... Si les pays veulent... les pays veulent recommander le vaccin pour les femmes enceintes, nous avons des cas de coqueluche, des enfants qui ne peuvent pas encore être vaccinés, donc, mais le vaccin n'est pas disponible pour eux. Donc, qu'est-ce que c'est la réponse? Qu'est-ce qu'on peut faire à ça? C'est vraiment un très bon point que vous soulevez et vous avez raison. L'OMS n'a pas une recommandation ferme sur ce sujet. Nous avons disons, une recommandation permissive sur il y a dans les points de vue de l'OMS, on dit les pays doivent faire ci ou ça, peuvent considérer faire ci ou ça. Il y a définitivement des preuves, comme vous dites, que les vaccins chez les femmes enceintes ont et c'est une stratégie efficace pour protéger les jeunes enfants, mais comme vous le dites, ce n'est pas forcément disponible par le mécanisme de l'UNICEF. Il y a également quelques preuves qui montrent que vacciner les femmes enceintes, les anticorps maternels ont alors un impact sur la zéro-conversion du petit enfant. Euh, donc, il y a différents facteurs à considérer et je voudrais juste faire savoir à tout le monde que la position de l'OMS sur ce sujet n'a pas été mise à jour depuis 2015. Donc, il y a de fait une révision qui est nécessaire et il y aura un groupe de travail SAGE qui va être formé au début de l'année prochaine sur la coqueluche. Donc, nous allons regarder toutes ces données sur la coqueluche, sur la vaccination des femmes enceintes, des populations et des groupes pacifiques, des adolescents également. Et nous allons actualiser les documents de cette façon. Les pays peuvent également produire leur propre directive et l'introduire dans leur calendrier pour les femmes enceintes. Mais oui, c'est un vaccin qui est cher, donc c'est pas disponible à tout le monde. Donc, il faut voir le travail qui peut être fait dans ce contexte pour voir pour faire diminuer les coûts, au niveau de l'activité du marché, mais là, nous n'avons pas de solution rapide pour cela, pour vous, sauf que nous pouvons vous dire que une zone où le travail est en cours. Je ne sais pas si mes collègues en ligne ont autre chose à dire sur cela, sur le vaccin des vaccinations des femmes enceintes ou la disponibilité du vaccin par le mécanisme de l'UNICEF. Hélas, je n'en ai aucune idée, donc je ne suis pas sûre, hein. Je ne sais pas si Nuria a... Non, non, c'est un des vaccins qui n'est pas disponible pour le moment et c'est la raison, c'est le coût très très élevé. Les fournisseurs qui fournissent ce vaccin n'ont pas été intéressés dans le passé pour le fournir par l'UNICEF parce qu'ils ont leur propre marché privé pour ce vaccin. Donc, ce n'est pas un marché pour lequel nous avons vu de l'intérêt des fournisseurs, hein. Ok, donc, merci de soulever ce point, car de fait, oui, c'est un problème. Et c'est un problème qui va continuer pour les pays qui s'appuient sur des mécanismes d'approvisionnement qui n'ont pas accès à ce marché. Donc, je ferai passer ça à nos collègues qui travaillent également là-dessus et pour essayer de faire des plaidoyers envers les fournisseurs. Donc, nous soulèvons cette inquiétude. Merci. J'ai vu une question dans le chat de Alisha, je crois, qui demandait si il faudrait introduire EXA ou la deuxième dose de vaccin anti-poliomyélétique. Il y a beaucoup de considérations à prendre en compte. Ça dépend si votre pays reçoit l'assistance de Gavi. C'est une bonne raison de considérer EXA, si vous pouvez recevoir une assistance pour cela, mais c'est également important de se souvenir que l'OMS recommande que tous les pays introduisent une deuxième dose de vaccin antipoliomyélitique
car il protège contre la poliomyélite. Également, quand il y a des vaccins qui circulent contre contre la transmission de la polio. Donc, il ne faudrait vraiment pas retarder la décision d'introduire une deuxième dose de vaccin antipoliomyélitique parce que vous considérez introduire un vaccin avec ça. Le prix des vaccins ont tendance à se réduire avec le temps quand les volumes augmentent et alors que plus de pays les achètent. Mais vous ne pouvez pas vraiment prédire ça avec certitude. Mais la supposition est que le prix du vaccin hexavalent va diminuer au cours du temps. Donc, je sais, ce n'est pas une réponse très définitive, mais c'est quand même important de considérer cela. Introduire la deuxième dose de vaccin antipoliomyélitique est important. Les pays qui ont le plus d'opportunités financières d'introduire ce vaccin anti-poliomyélitique devraient le faire. Oui, je voudrais juste ajouter quelque chose à ce que Nicolas a mentionné sur l'EXA. Quand on discutait de l'EXA, des rappels, on avait pensé au DTC pendant la deuxième année de vie et les pays ont également l'opportunité de tenir ce DTC en Penta plutôt qu'en Hexa. L'Hexa, ça combine également avec le VPH, hein, ce qui est fantastique pour le programme de couverture, mais il faut également savoir que la dose de vaccin antipoliomyélitique peut être fournie par Gavi, donc il y a une opportunité de prendre ce vaccin antipoliomyélitique 2 plutôt que de prendre l'Hexa pour assurer la protection recommandée par les recommandations de l'OMS. Et beaucoup de pays ont également choisi de faire ce vaccin antipoliomyélitique 2. Et je pense que nous allons dire que quand on regarde comment améliorer le coût de l'Hexa, cette opportunité devrait être acceptée par les pays pour l'introduire, pour assurer que l'immunité est atteinte contre la poliomyélite et dans l'initiative d'éradication de la polio. Dans le chat, Ismail a également fourni le lien là où vous pouvez trouver plus d'informations sur les lignes directives qui vous aideront à prendre votre décision. Je repasse la parole à Stéphanie. Oui, merci. Je suis ravie que vous ayez signalé ça dans la deuxième partie de votre réponse, car j'ai vu qu'il y avait eu plusieurs questions qui demandaient s'il y avait diverses options pour le DTC. Donc, c'est bien d'avoir renforcé ce message. On ne voit plus de mains levées, mais peut-être qu'on peut regarder les questions qui ont été répondues dans le chat, juste pour le bénéfice de tout le monde qui participe à l'appel, qui n'a peut-être pas suivi cette casse-question. Donc, Bellador a demandé comment déterminer le SACSU de la couverture, le décès, si les comptes rendus ne sont pas les suivis ne sont pas encore exsangues. Donc, Nicolas, merci d'avoir répondu que c'était mieux d'être sûr. Si une femme enceinte, par exemple, n'a pas la documentation de ses doses précédentes, bien sûr, faire les vaccins, c'est la même chose sur les options non documentées. Il n'y a pas de risque associé si vous recevez trop de doses, mais il y a un énorme risque si vous n'êtes pas protégé. Donc, cela souligne, comme Nicolas l'a mentionné dans sa présentation, et ça a vraiment un lien avec l'importance de faire un bon suivi, des bons comptes rendus et de renforcer également de garder ces documents, ce qui est évidemment un défi, que ce soit déjà pour les programmes pendant l'enfance, et déjà ça décline avec l'âge, la rétention de ces documents est définie, même pendant des fois la deuxième, troisième année, quand on voit les documentations des foyers ne sont pas vraiment au meilleur niveau possible. Donc, il faudrait vraiment renforcer l'idée de garder les individus chez les individus et chez les personnes qui créent les comptes rendus
pour savoir combien de doses ont été reçues, ça contribuerait à la réduction du besoin de revacciner. Donc, c'est définitivement un des buts, un des objectifs sur le plus long terme, alors que les pays augmentent leur couverture vaccinale à 6 doses. En plus de renforcer donc les systèmes de documentation pour ainsi réduire la vaccination, mais bien sûr, il vaut mieux être sûr, hein. Donc, ça s'applique toujours. Comme ça s'applique pour les vaccins de la petite enfance. Si vous pouvez pas vérifier, c'est mieux de revacciner, s'assurer que cet enfant, cette femme, n'importe qui est protégé et vacciné comme il le mérite. Imran avait une bonne question, un bon commentaire hein, sur pour atteindre les enfants qui ne sont pas à l'école. Et Nicolas, peut-être que vous voudriez élaborer sur celui-là parce que c'est vraiment un problème, non seulement pour le deuxième rappel ou le troisième rappel, mais pour le VPH également. Nous savons que c'est un défi d'atteindre les enfants qui ne sont pas à l'école. Et là-dessus, on doit travailler avec d'autres secteurs pour renforcer la capacité à atteindre ces individus. Donc, peut-être que Nicolas pourrait lire cette question à voix haute. Ou peut-être que je peux juste parler. Donc, parce que, bon, Iman a raison, les enfants qui ne vont pas à l'école devraient également être protégés, recevoir les mêmes vaccins que les enfants qui vont à l'école. Mais atteindre les enfants dans le groupe d'âge de 4 à 7 ans qui ne sont pas à l'école, c'est bien plus difficile, bien entendu, que d'atteindre les enfants qui vont à l'école. Imran a parlé de 250 millions qui ne sont pas à l'école primaire dans le monde. Je ne sais pas si c'est aussi élevé en réalité. Je crois que le code mondial, c'est 130 millions. Et je crois que ça voudrait dire je crois que ça voudrait dire qu'un enfant sur trois ne serait pas à l'école, ou encore plus que ça dans les pays à faible revenu. Car souvent, les enfants qui ne sont pas à l'école, c'est dans les pays à faible revenu. Donc, toujours est-il que c'est une chose importante à laquelle nous devons penser. Pour le VPH, nous savons qu'il y a que les pays atteignent souvent une couverture plus élevée contre le VPH pour les filles. Pour les injections, pour l'école. Souvent, on donne des rendez-vous aux filles à l'école sur les installations scolaires. Donc, utiliser la plateforme scolaire comme façon d'apporter le vaccin, c'est efficace. Comme vous l'avez vu sur les diapositives, il y a très peu de pays, en particulier très peu de pays à faible revenu ou à revenu moyen, qui ont une dose booster DTC pour cet âge, ce groupe d'âge, cette tranche d'âge. Mais je crois qu'il faut commencer quelque part et donc pour cela, ma recommandation, ce serait de commencer avec une vérification du statut de l'immunisation à l'école et de donner l'opportunité de rattrapage, en particulier contre la rougeole. Mais en même temps, il faudrait y penser à comment atteindre les enfants qui ne sont pas à l'école, avec des programmes, par exemple, de protection, des travailleurs de la communauté qui devraient pouvoir identifier les enfants les plus vulnérables qui ne sont pas à l'école et s'assurer qu'ils ont un point de contact avec les services d'immunisation. À vous. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir mis l'emphase sur ces points importants. On n'a plus que 2 minutes maintenant et il n'y aura plus de main levée. Je crois qu'on a réussi à couvrir toutes les questions dans le chat, mais si on n'a pas répondu à votre question pour une raison quelconque, que vous n'êtes pas satisfait de la réponse fournie, n'hésitez pas à nous contacter et nous pouvons continuer cette discussion. Je voudrais dire également que ce n'est que le premier de ces webinaires que nous allons avoir dans les mois à venir.
Nous voulons peut-être cibler également les publics du soir. C'est un peu compliqué pour tous les gens qui sont concernés par la hiérarchisation. Il faut considérer donc 3 antigènes, 3 rappels qui ont chacun des modèles d'immunité, qui ont chacun quelque chose de différent. C'est pas un programme simple. Donc, on veut vraiment s'assurer qu'on fournit toute l'assistance nécessaire, les outils nécessaires, les informations nécessaires pour les pays, que pour les pays analysent ça de façon attentive. Donc, nous aurons des webinaires supplémentaires, en particulier, pour certains publics. S'il y a des informations que vous voulez voir couvertes qui n'ont pas été couvertes, si vous voulez des informations qui seront couvertes par des webinaires suivantes, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc, je vais mettre mon adresse dans le chat et vous savez où me trouver. De toute façon, on va enregistrer également ces informations, vous les fournir après, mais on peut également fournir du contenu supplémentaire. Si vous avez besoin d'informations spécifiques, n'hésitez pas à me faire savoir. Et je crois que c'est tout. S'il y avait autre chose, pour mes présentateurs, oui, je voudrais remercier tout le monde pour leur attention. Je vois un message dans le chat également de Kaito Martinho qui dit que Guinée-Bissau n'a pas introduit la 2e dose de vaccin antipoliomyélique en nouveau, donc c'est important de le faire, oui, mais elle mentionne également que c'est dans le document de stratégie pour l'immunisation qui couvre 2024 à 2028 et je suis ravie de voir cela car c'est là que les pays devraient exprimer leur plan. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous disiez de ce que vous voulez décider Panta, Exa l'année prochaine. Vous pouvez élaborer un plan, vous pouvez voir ça en 2028, quand vous connaîtrez mieux les coûts, quand vous devrez peut-être introduire plus des vaccins plus urgents. Mais l'utilisation de ce document, c'est très important pour la planification, l'optimisation et la hiérarchisation du vaccin. Merci. Merci. Et sur ce, nous devons terminer parce que l'interprète va nous quitter. Donc, merci beaucoup à l'interprète, à mes présentateurs, à Nicolas, à Nina, Nuria, à toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce webinaire, à Alex et à TechNet pour le partage d'écran et à tout le monde en ligne pour leur participation active et leur engagement. Merci beaucoup de vous être levé tôt ou d'être resté debout tard et nous allons tous vous revoir bientôt. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Merci.